Beaucoup de gens se souviennent de l'affaire Eloa à cause de la couverture télévisée, des erreurs policières et de son issue tragique. Mais ce dont peu de gens parlent, c'est de la façon dont tout s'est passé ce lundi après-midi. Ce n'était pas une situation qui a commencé lentement. C'était soudain. On aurait dit une visite ordinaire, un ex-petit ami qui frappait à la porte pour parler, mais cela a viré au cauchemar en moins de 5 minutes. C'était le 13 octobre 2008, une fin d'après-midi, étouffante à Santo André. Eloa était chez lui avec 3 amis, en train d'étudier. Tout laissait présager un après-midi normal. L'immeuble, vieux mais calme, avait été le théâtre de bagarres entre voisins et de fêtes bruyantes, mais jamais rien de tel. Lorsque Lindenberg est entré dans l'appartement, personne n'a crié. Personne n'a eu le temps. Il est entré avec une arme cachée dans son sweatshirt et un air sombre. Il verrouilla la porte avec la clé qu'il avait encore et s'appuya contre le chambranle, comme s'il avait tout son temps. Eloa se figea. Les 3 autres amis aussi. Mais personne ne réagit. Lindenberg ne cria pas tout de suite. Il se contenta de regarder, puis sortit son arme et ordonna à tout le monde de s'asseoir. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de choses. Il avait déjà menacé, il avait été violent, mais il n'en était jamais arrivé là. Eloa essayait de partir depuis des semaines. Il refusait. Il était jaloux, même d'un SMS d'un camarade de classe. Et à cet instant, avec eux 4 assis sur le canapé et lui, l'arme pointée, il était clair que ce n'était pas une dispute de couple. C'était un enlèvement. Mais personne n'employa ce mot. Pas même lui. Dans l'esprit de Lindenberg, ce n'était qu'une tentative désespérée de récupérer ce qu'il pensait lui appartenir encore. Mais le temps passa, la tension monta, et il libéra les 2 garçons. Seuls Eloa et Nayara restèrent. Et le pire n'avait même pas commencé. Ils restèrent silencieux un long moment après le départ des garçons. Nayara essaya de ne pas pleurer. Eloa fixait le sol. Lindenberg faisait les 100 pas, arme au poing, comme s'il attendait une réponse que personne n'osait donner. Parfois, il se parlait à lui-même. Il disait qu'il voulait juste parler, qu'ils étaient là à cause d'Eloa. D'autres fois, il perdait le contrôle et donnait un coup de pied dans le mur ou frappait la table du poing. Son téléphone sonnait sans arrêt, mais il le laissait sonner. Il ne répondit qu'au bout de près d'1 heure, lorsqu'il réalisa qu'ils étaient déjà encerclés. C'était la police. Il disait vouloir parler, comprendre la situation. Il répondit sèchement, affirmant que personne ne le contrôlait, qu'il ne partirait qu'à ses propres conditions. Et il raccrocha. Dès lors, la police commença à négocier par téléphone et par la fenêtre. Il faisait déjà nuit, et les projecteurs de la presse éclairaient tout l'immeuble. Dans l'appartement, l'atmosphère était suffocante. La chaleur montait, la tension était palpable. Eloa essayait de garder son calme, mais son corps tremblait. Nayara observait tout, essayant de déchiffrer le comportement de Lindenberg, incertaine s'il allait exploser de rage ou se mettre à pleurer. Il hésitait. Un instant, il s'assit par terre, disant qu'il aimait Eloa, qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait rompu. L'instant d'après, il les pointait tous les 2 avec son arme, affirmant que personne ne partirait sans sa décision. La télévision était allumée, montrant l'extérieur. Caméra, journalistes, voitures de police. Et il observait, commentait, se vantait. « Regardez, ils sont tous là pour moi. » C'était comme s'ils se nourrissaient de l'attention. Nayara s'en rendit vite compte. Et intérieurement, sans échappatoire, la peur se transforma en stratégie. Ils commencèrent à acquiescer, à baisser le ton, à essayer de le calmer, non par confiance, mais pour survivre. Un instant, tout le monde, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Il sera très important pour nous. Et au fait, avez-vous déjà eu un cas similaire dans votre ville? Laissez un commentaire pour que nous puissions le lire. Au petit matin, il les força à s'allonger par terre dans le salon, l'un contre l'autre. Il déchira un t-shirt et leur attacha les poignets. Il dit que c'était une précaution, qu'il ne voulait blesser personne. Mais il était clair que c'était une question de contrôle. Au moindre bruit dans le couloir, il courait vers la porte, arme au poing. Ardinda disait que si quelqu'un essayait d'entrer, il les tuerait tous les 2 en premier. La fenêtre du salon donnait sur la rue, et les flashs des appareils photo étaient incessants. On aurait dit une scène de film, mais rien de cinématographique. On y sentait la sueur, la peur et le bruit insistant de sa respiration irrégulière.
Eloa essayait de calmer Nayara, lui parlant doucement, lui disant que tout passerait. Mais même elle n'y croyait plus. Le temps s'écoulait, et le regard de Lindenberg s'éloignait de plus en plus de la réalité. Vers 4 heures du matin, il dormit quelques minutes, assis par terre, son arme entre les jambes. Nayara essaya d'attraper son téléphone portable caché dans son manteau, mais le temps lui manquait. Il se réveilla en sursaut, croyant avoir entendu quelque chose. Il se leva d'un bond en hurlant, jeta le téléphone contre le mur et leur ordonna de se taire. La tension revint instantanément. C'est à ce moment-là qu'Eloa se mit à pleurer, en silence. Ce n'était pas du désespoir. C'était le sanglot étouffé de quelqu'un qui avait déjà compris que tout cela n'avait plus de sens. Dehors, les négociateurs attendaient un nouveau contact. La police n'avait aucune instruction claire sur la marche à suivre, et personne ne voulait être responsable d'une mauvaise décision. Pendant ce temps, à l'intérieur, chaque seconde lui montrait clairement que la situation échappait à tout contrôle, même avec une apparence de stabilité. Au lever du jour, Lindenberg était agité. Il avait mal dormi, le corps tendu et la tête qui tournait. Il se mit à faire les 100 pas, ouvrant et fermant le rideau de la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose. La police appela à nouveau. Il répondit et parla pendant près de 20 minutes. Un mélange de menaces, de diatribes et de demandes décousues. Il dit vouloir de la nourriture, des cigarettes et un nouveau téléphone portable. Ils dirent qu'ils les lui apporteraient, et ils le firent. Ils montèrent avec. Tout le laissèrent à la porte et s'en allèrent. Il le ramassa, vérifia chaque objet et referma tout à clé. Il resta méfiant, nerveux, comme si le moindre geste le trahirait. Le nouveau téléphone devint sa nouvelle obsession. Il passa des heures à appeler, à regarder des vidéos en direct et à envoyer des SMS à ses connaissances. Il riait de temps en temps, comme s'il savourait sa propre célébrité. En milieu de matinée, il reçut un appel d'une tante. Il se calma quelques minutes plus tard. Il s'assit par terre, offrit à manger aux filles et s'excusa même d'avoir crié. Mais ce n'était pas du remords, c'était de la manipulation. Eloa le remarqua rapidement. Nayara aussi. C'était le genre de calme qui précède une nouvelle explosion. Et cela ne dura pas longtemps. Un reportage télévisé montra une prétendue analyse d'un expert en enlèvement, affirmant que Lindenberg était en pleine crise et que la police devait intervenir. Il vit cela et paniquait. Il hurla, jeta la télécommande contre le mur et ordonna d'éteindre la télévision. Il dit que personne ne lui dirait qui il était ni ce qui allait se passer là-bas. À partir de ce moment-là, il fut impossible de prédire son prochain geste. Il commença à parler de mort sur place, avec elles deux, et les filles comprirent que ce n'était pas qu'une menace. C'est dans cette atmosphère que l'après-midi arriva. Le soleil tapait fort sur la fenêtre de l'appartement, mais à l'intérieur l'air était étouffant, presque irrespirable. Les fils étaient déjà épuisés. Leur corps était douloureux, leur tête pulsait. La tension était constante, comme si tout pouvait exploser à tout moment. Lindenberg commença à tirer des meubles vers la porte. Une table, puis une chaise. Il expliqua que c'était pour rendre l'entrée plus difficile aux policiers s'ils tentaient quoi que ce soit. Nayara essaya de lui parler, de le supplier de laisser au moins Eloa partir, mais il se mit en colère. Il hurla, pointa son arme et lui ordonna de se taire. Eloa ne dit rien. Elle se contenta de regarder son amie et baissa la tête. Elle était pâle, les yeux cernés. Elle ne pleurait plus. C'était comme si elle était entrée dans une attente, comptant les minutes. Dehors, l'agitation redoubla, mais personne ne fit rien. Vers 17 heures, un bruit plus fort a retenti à l'intérieur de l'appartement. Des voisins l'ont entendu et ont alerté la police. Ils ont dit qu'on aurait dit qu'on lançait quelque chose contre la porte. Au poste de commandement, ils ont commencé à se demander si c'était le bon moment pour intervenir. Un policier a prétendu qu'il pouvait s'agir d'un coup de feu, mais personne n'en était sûr. Tout s'est déroulé très vite. Un groupe de l'équipe tactique est monté à l'étage et s'est positionné. En quelques secondes, ils ont décidé d'entrer. Ils ont enfoncé la porte et envahi l'appartement. Le bruit de l'explosion du dispositif d'entrée et les cris se sont mêlés. Lindenberg n'a pas eu le temps de fuir, mais il a eu le temps de tirer. 2 coups de feu ont retenti presque immédiatement. Nayara s'est effondrée au sol en hurlant. Eloa est tombé quelques secondes plus tard, inconscient. La police l'a immédiatement maîtrisé, menotté et évacué les lieux. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle sirène. Dehors, personne n'a vraiment compris ce qui s'était passé.
Les téléspectateurs n'ont vu que l'intense agitation, les ambulanciers se précipitant sur les lieux, puis repartant avec les deux fillettes, sur des civières. L'image d'Eloa inconsciente, le visage couvert, a touché une corde sensible. Nayara était consciente, malgré ses blessures. Elle a été transportée directement à l'hôpital le plus proche, blessée par balle au visage, mais a survécu. Eloa est arrivée dans un état critique. La balle dans la tête avait causé des séquelles irréversibles. Les médecins ont tout de même tenté de la réanimer, de la stabiliser et de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ils savaient que les chances étaient minces. Ses parents sont arrivés à l'hôpital quelques minutes plus tard, sous le choc, incapables de comprendre comment la situation en était arrivée là. Sa mère s'est effondrée au sol en entendant le rapport des médecins. La presse, qui avait auparavant diffusé l'incident en direct avec des commentateurs, a commencé à reculer. Les critiques ont afflué de toutes parts. Les experts ont commencé à souligner des failles. Les responsables de la sécurité publique ont déclaré que l'intervention avait été précipitée, que le bruit entendu plus tôt n'était pas un coup de feu, et que les coups de feu n'avaient été tirés qu'après l'arrivée de la police. Nayara, même blessée, le confirma fermement. Elle dit que Lindenberg était nerveux, mais n'avait tiré qu'après l'intervention de la police. Cette information changea tout. L'opération commença à être remise en question. Et l'erreur, désormais évidente, se répandit encore plus. Pendant ce temps, Eloa gisait dans le coma, branchée à un respirateur, artificiel, insensible. Amis, voisins et familles se relayèrent à la porte de l'hôpital, espérant un miracle qui ne se produisit jamais. Le lendemain, vers 23 heures, Eloa fut officiellement déclarée morte. Coma irréversible, insuffisance cérébrale. Le pays tout entier apprit la nouvelle presque simultanément, car la presse ne quitta pas l'hôpital une seule seconde. Sa mort eut un retentissement immédiat. Pleurs, indignation, bruit de casseroles dans certaines villes, protestations modestes mais sincères. Le sentiment était que tout aurait pu être évité, qu'elle n'avait pas à mourir. Les questions commencèrent à se poser avec plus d'intensité. Pourquoi la police avait-elle laissé les choses traîner si longtemps? Pourquoi avait-elle autorisé Nayara à retourner à l'appartement? Pourquoi n'avait-elle pas expulsé Eloa alors que c'était encore possible? Mais personne ne donna de réponse claire. Chaque service impliqué rejeta la faute sur l'autre. L'affaire fit boule de neige publique, tandis que la famille tentait de faire face à la perte dans le chaos. La veillée funèbre était bondée. Des personnes qui n'avaient jamais parlé à la jeune fille vinrent lui rendre hommage. Des camarades de classe, des habitants du quartier, et même des inconnus qui avaient tout regardé à la télévision. Sa mère tenait à peine debout. Le père, silencieux, les yeux injectés de sang, semblait avoir vieilli de 20 ans. Le cercueil fermé révélait la gravité de la fusillade. En arrière-plan, on entendait encore le brouhaha de la presse, cherchant à capter des témoignages, des images, n'importe quoi. Cela dérangeait beaucoup de monde. On n'avait pas l'impression d'un enterrement, mais d'un événement public. Mais personne n'avait la force de l'arrêter. C'était comme si Eloa était passée du statut d'adolescente à celui de symbole. Et, en même temps, elle était traitée comme un produit par les médias, qui ne lâchaient pas l'affaire. Une affaire devenue le portrait complet de ce qui ne va pas quand on ne sait pas ce qu'on fait. Au fil des semaines, l'affaire est devenue le sujet d'émissions de télévision, de débats, de séminaires, de reportages. Tout le monde voulait donner son avis. Psychologues, anciens policiers, politiciens, présentateurs de journaux télévisés. Le nom d'Eloa était devenu une sorte de bannière, mais pour sa famille, cela n'apportait aucun réconfort. Sa mère n'a jamais repris le travail. Son père évitait de quitter la maison. Son frère, encore enfant, demandait constamment des nouvelles de sa sœur. Lors de brefs entretiens, les parents disaient toujours la même chose. Ils voulaient justice. Mais qu'est-ce que cela signifiait à ce moment-là? Lindenberg avait été arrêté le jour de l'invasion, prise en flagrant délit. Mais la douleur était plus grande que toute condamnation future. C'était une douleur aride, au-delà du nombre d'années ou des pages de dossiers judiciaires. Une douleur qui naissait de la certitude que tout le monde la voyait et que personne ne pouvait l'arrêter. Lorsque le procès eut finalement lieu en 2012, la tension revint avec acharnement. Les médias couvrirent chaque détail, chaque déclaration, chaque geste de Lindenberg au tribunal. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, il semblait déconnecté de la réalité.
Il tenta de justifier ses actes, affirmant qu'il ne voulait tuer personne, qu'il avait perdu le contrôle. Mais personne ne le crut. Les preuves étaient claires, tout comme les témoignages des victimes. Nayara témoigna avec fermeté, même si elle portait encore les cicatrices physiques et psychologiques de ce qu'elle avait vécu. Le procès dura des jours. Finalement, il fut condamné à 98 ans et 10 mois de prison. Les applaudissements furent nombreux, mais ce fut un soulagement de courte durée, car rien ne changeait le fait qu'Eloa ne reviendrait pas, et que, si les décisions avaient été différentes, de la part de la police, de la presse, de ceux qui avaient autorisé le retour de Nayara, peut-être que tout se serait terminé différemment. Au cours des années suivantes, le nom d'Eloa a continué à être évoqué, notamment dans les débats sur les violences faites aux femmes, les défaillances institutionnelles et les limites de la couverture journalistique. Mais, loin des projecteurs, son véritable impact est resté dans la vie de ses proches. Nayara, par exemple, n'a plus jamais été la même. Elle a essayé de reprendre le cours de sa vie, déménageant quelque temps dans une autre ville, mais elle portait des cicatrices difficiles à dissimuler. Dans certaines interviews, elle a confié entendre encore le bruit des coups de feu à son réveil la nuit. Les parents d'Eloa sont restés silencieux, déclinant les invitations à des émissions de télévision et évitant toute révélation. Leur chagrin est devenu privé, contenu. C'était comme s'ils voulaient enterrer le souvenir de tout cela avec leur fille. Mais le pays ne l'a pas laissé oublier. Année après année, toujours en octobre, l'affaire est revenue à la une des journaux, avec un brin de souvenir, mais sans grand changement. L'appartement où tout s'est passé a été vidé quelques mois après le crime. Les voisins ont commencé à déménager. Certains disaient que l'atmosphère y avait changé. D'autres refusaient tout simplement d'expliquer aux visiteurs qu'ils vivaient dans ce bâtiment. Aujourd'hui encore, ceux qui ont vécu cette histoire en parlent avec une certaine tristesse, comme s'il était encore difficile de croire que tout cela s'est produit si vite et en même temps, au vu et au su de tous. Le sentiment général parmi ceux qui ont assisté à l'événement était qu'Eloa avait été trahie par toutes les structures censées la protéger. Et c'est ce qui rend cette affaire si pertinente. Ce n'était pas seulement un crime passionnel, c'était une erreur collective, flagrante, vécue en direct, sans que personne puisse empêcher le pire. Aujourd'hui, quand on se souvient de cette affaire, beaucoup ressentent encore un malaise difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement la tragédie elle-même, mais la façon dont tout a été géré. Le regard perdu de la police, les caméras qui ne s'éteignaient jamais, les présentateurs qui racontaient chaque mouvement comme s'il s'agissait d'un match de foot. Le visage d'Eloa est devenu un symbole, mais derrière ce symbole se trouvait une adolescente ordinaire de 15 ans qui voulait vivre, étudier, sortir avec des amis, et dont la vie a été arrachée par quelqu'un qui prétendait l'aimer. Et c'est peut-être là le plus troublant. À quel point tout cela semblait proche, possible, réel. C'était une adolescente comme tant d'autres, avec une routine ordinaire, jusqu'à ce qu'elle devienne otage chez elle, cernée par un système défaillant à tous les niveaux. Le cas d'Eloa n'est pas devenu une simple statistique. Il est devenu un avertissement. Pour beaucoup, c'est un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque les signes de violence sont ignorés, lorsque la jalousie est traitée comme une preuve d'amour, lorsque les médias outrepassent leurs limites et lorsque les autorités agissent sans préparation. C'est une histoire qui se passe d'embellissement, car elle porte déjà un poids qui parle d'elle-même, et c'est peut-être pour cela qu'elle est toujours aussi dérangeante, parce qu'elle montre que l'horreur, parfois, ne surgit pas de l'obscurité ou de lieux lointains. Elle franchit la porte d'entrée, avec un visage familier, et se produit n'importe quel après-midi.